Ma mission ce matin, c'est vous convaincre qu'il y a un problème dans la profession de programmeur ou programmeuse. C'est qu'on s'intéresse trop peu à notre histoire. Je vais essayer de vous en convaincre, je vais essayer de vous convaincre que c'est quelque chose qui pose problème, et je vais essayer de vous montrer très modestement comment on peut s'intéresser à nos racines historiques. Et puis évidemment, on va essayer de finir par un gros call to action qu'on aura l'occasion éventuellement de mettre en pratique, j'en reparlerai tout à l'heure. Juste pour vous expliquer à titre personnel en fait pourquoi ce sujet m'intéresse, tout simplement par curiosité. Donc vous l'aurez reconnu, c'est un petit robot qui se balade sur Mars depuis quelques temps, qui me sert un peu de totem. Qu'est-ce qui me titille par exemple quand on parle de la profession de développeur, développeuse? Par exemple, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se considèrent comme ingénieurs logiciels? Ok, ça c'est fait. Mais c'est quand même intéressant de savoir depuis quand ça remonte. C'est une question qui m'a travaillé. De même que je m'étais intéressé à l'évolution des idées dans l'agilité. J'étais venu parler il y a quelques temps de 10 ans d'agilité. Je parlais de programmeurs ou programmeuses, et ça c'est quelque chose, il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte. On en a relativement peu autour de nous. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Comment c'était de coder quand on était à une autre époque? Je me suis posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait faire de l'archéologie logicielle? Jusqu'à quand on pouvait remonter et trouver quelque chose qui ressemblait à un programme? Voilà un petit échantillon des questions que je me pose. Alors, j'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de vous convaincre qu'on est une profession ahistorique qui s'intéresse trop peu à notre propre histoire. Donc vous savez, l'agilité, le développement de logiciels, c'est quelque chose qui est, pour certaines personnes, rattaché à une discipline qui est connue sous le nom de génie logiciel. Petit quiz, petit test, est-ce que vous pouvez lever la main si vous savez, si vous pensez avec confiance, savoir dater l'émergence du terme à, on va dire, à 3-4 ans près? Je vois moins d'une dizaine de mains qui se lèvent. Ok, c'est quelque chose qui remonte à la conférence de l'OTAN en 1968. Oui, alors pourquoi l'OTAN? Ça fait partie des bizarreries de l'histoire. Ce qui compte, c'est la date, 1968. Vous aurez au moins appris un truc. Quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on est une profession qui est à la fois extrêmement peu consciente de sa propre histoire, bien qu'on ait inventé les meilleurs outils maintenant disponibles pour découvrir des choses sur notre propre histoire. Par exemple, une des façons de trouver des indices sur quand certains termes absolument fondamentaux dans notre profession ont émergé, computer science, l'informatique, software engineering, le génie logiciel, c'est cet outil de Google qui s'appelle Ngrams, qui permet de chercher tout le corpus des bouquins que Google a numérisés pour savoir la fréquence d'apparition de certaines phrases. Et donc là, on le voit, c'est assez net, entre 65 et 70, le terme computer science commence à vraiment occuper une place dans le corpus publié, et à partir de 70, c'est le terme de génie logiciel qui s'impose. Bon, j'espère que la démonstration est faite, on est un petit peu coupé de nos racines. Vous allez me dire, bon, est-ce que c'est un problème? Est-ce que certains d'entre vous partagent ce sentiment de malaise qu'on peut avoir parfois que notre profession, notre industrie fait un peu de surplace? Est-ce que vous avez déjà plus ou moins ressenti ça? Alors, j'en veux pour preuve, par exemple, des choses qu'on trouve sur Twitter. Qui utilise Slack? Vous avez racheté de la RAM? En 69, on envoyait littéralement des gens dans l'espace avec 2 kilooctets de mémoire. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus que ça, juste pour échanger des messages en instantané. Un autre aussi sur Twitter, je l'ai trouvé ce matin, je n'ai pas pu résister. La première et la deuxième édition du guide de CSS à gauche. Qui fait du CSS dans la salle? Hélas. La quatrième édition à droite. Bon, pour parler un peu plus sérieusement, ce que je voudrais mettre en exergue, en fait, c'est un symptôme, un syndrome de notre profession qui consiste à dire tous les quelques 3, 4, 5 ans, on commence à s'exciter pour un truc
et on dit c'est nouveau, faut l'acheter. Et en fait, quand on creuse, on s'aperçoit que ça a été inventé il y a super longtemps. Alors juste pour vous faire une petite liste d'exemples, par exemple Docker. Moi je suis très fan de Docker, et en même temps, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, on m'a dit bah oui mais c'est pas nouveau ton truc, ça date, c'est essentiellement c'est Hashroot, ça a été inventé en 79. Il y a beaucoup de gens par exemple en ce moment qui s'excitent sur Elixir, un super langage et un framework pour faire du web. On fait des katas, etc. Je trouve ça très très bien. On a des sessions là-dessus sur différentes conférences, Craft ou Agile. Sauf que bon, bah, ça utilise un langage Erlang qui a été inventé en 86, qui lui-même instancie des idées qui remontent à 73. On s'est intéressé un petit moment à l'objet, à Java. Un truc qui n'a plus trop la cote, mais évidemment ça remonte à 95. Java, c'était jamais que la ressucée d'un certain nombre d'idées qui sortaient de Smalltalk, qui lui-même datait de 71. Bon, et puis pour finir, là en ce moment, on s'intéresse à Clojure, c'est très très à la mode, c'est très très hype. Oui, mais en fait, Lisp, ça date de 58. Donc, le message ici, c'est on est dans une industrie, une profession qui a tendance à être tout le temps distraite par quelque chose et qui a l'impression d'innover, qui a l'impression d'être à la pointe de l'actualité, mais qui en fait à la fois est tributaire d'une assez longue histoire finalement des idées et semble complètement l'ignorer. Plus près de nous, quelque chose par exemple qui préoccupe, c'est l'état dans lequel on va laisser notre propre communauté, l'histoire et la mémoire de notre propre communauté d'ici quelques années. Alors, en 2012-2013, j'avais proposé par exemple l'Alliance Agile, l'association à but non lucratif américaine qui préside aux destinées de ce qu'on appelle l'Agile, ce pourquoi on est tous là, de consolider un petit peu l'historique des conférences. Elle remontait à, ça se voit pas très bien ici, elle remontait à 2002, les toutes premières conférences agiles aux États-Unis. Et donc, chaque speaker qui parlait laissait une trace, un slideware, un article, ne serait-ce qu'un abstract. Et je trouvais ça très intéressant pour savoir d'où étaient venues les idées qui, petit à petit, se propagent dans la communauté agile. Et j'étais très content d'avoir fait ce travail d'archiviste. J'étais remonté donc de 2012 à 2002. Et puis, ayant laissé l'Alliance Agile suivre son destin, ayant suivi le mien, voilà quelques années plus tard ce que j'ai retrouvé. À la faveur d'une mise à jour du site, on ne trouvait plus rien d'antérieur sur le site de l'Agile Alliance à 2008. C'est pas un phénomène qui est propre spécifiquement à la communauté agile. Par exemple, une des choses qui me rend triste, c'est que pour m'intéresser à notre histoire, j'aurais bien aimé aller dans un musée de l'informatique, par exemple. Or, on a eu un musée de l'informatique à Paris. Il a ouvert de 2008 à 2010 sur le toit de la Grande Arche de la Défense. Il a fermé parce qu'il y a eu une panne d'ascenseur. C'est bien triste. Aujourd'hui, on est orphelin d'une certaine manière de notre propre histoire. La dernière fois que j'ai fait cette conf, c'était à Socrates, un peu plus vers le sud de la France. Comme on était plus vers le sud de la France, quelqu'un m'a dit « Non, mais Laurent, tu dis n'importe quoi, il y a un musée de l'informatique, il est à Grenoble. » Alors effectivement, j'ai regardé, c'est vrai, c'est une association qui s'appelle Aconit, qui a ouvert un conservatoire dédié à l'informatique. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est pas un musée au sens où on s'y attend, c'est-à-dire bon, pour visiter, il faut prendre rendez-vous avec l'association. Ça vous donne une idée des moyens disponibles pour ça, et c'est pas super pratique. Un musée, pour moi, c'est quelque chose qui est ouvert tout le temps, toute la semaine, sauf le mardi éventuellement, et où je peux décider un matin de me dire comme ça, ah oui tiens, je vais aller chercher quelque chose au musée de l'informatique. Ce truc-là n'existe pas en France, et vous, je sais pas, mais moi, ça me donne une impression, un sentiment de scandale, en fait. Comment ça se fait que, dans un pays qui est quand même pas non plus un pays au dernier rang, on va dire, des nations, et pour une profession dont on n'arrête pas de nous dire qu'elle a une importance de plus en plus cruciale dans l'avenir du monde, que le logiciel est en train de manger le monde, etc., bah oui, mais non, on n'a pas de musée. Donc,
Qu'est-ce qui se passe? Et je voulais mettre en exergue par rapport à ça cette citation de Santayana. Alors on vous la sort souvent sous sa forme, on va dire, un petit peu abrégée, un peu épurée, qui est ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la réinventer. Et comme beaucoup de monde, dès qu'on parle d'histoire, c'est la situation qu'on sort, c'est un peu un réflexe. Je trouvais ça plus intéressant en fait d'aller, de me rapprocher des sources d'origine, donc j'ai essayé de trouver le contexte de cette citation. Et donc cette phrase est suivie de celle-là, que je trouve beaucoup plus intéressante. D'abord parce qu'elle révèle un certain nombre de choses. Donc elle dit ceci: le progrès, n'est pas constitué du changement, c'est le contraire. Le progrès dépend de ce qu'on garde. Quand il n'y a que le changement, tout le temps, il n'y a plus rien à améliorer finalement, parce qu'on est en permanence en train de tout réinventer. Il n'y a plus de direction possible pour l'amélioration, et on reste dans l'enfance perpétuelle. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans le contexte, par exemple, on nous dit, Santayana nous dit, comme parmi les sauvages, il y a ce côté aussi peut-être d'un certain racisme latent. C'est toujours intéressant de s'intéresser au texte, parce qu'on y trouve aussi des choses inattendues. Mais là, en l'occurrence, c'est cette idée de l'enfance perpétuelle que j'ai trouvée vraiment frappante. On réinvente, et on reste en permanence comme de petits-enfants. Ça n'est pas mauvais, l'enfance. C'est au contraire quelque chose qui permet de s'émerveiller. Mais je suis là ce matin, en gros, pour tirer la sonnette d'alarme sur comment on fait pour être à ce point-là coupé de nos sources et de nos racines. Alors, que faire ? J'ai été inspiré notamment par cet article de Thomas Petricek qui dit des tas de choses très intéressantes sur les connexions qu'on peut avoir entre, on va dire, les informaticiens qui au quotidien créent du code, informaticiens et informaticiennes, on va dire des travailleurs du code, et le monde académique, des gens qui créent qui font des recherches et qui publient des papiers. Thomas contribue à quelque chose qui s'appelle Papers We Love, comme il y a d'autres initiatives du même type, par exemple The Morning Paper, qui tous les matins met en avant une publication intéressante du monde académique. Mais ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que dans un article de blog sur comment lire des papiers académiques, il faisait une réflexion bien articulée sur 3 manières dont on peut s'intéresser à ce type de publication. En gros, ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est la première manière, c'est-à-dire que quand on s'intéresse à certaines publications plus ou moins anciennes, on va les réinterpréter au service d'un narratif, d'une histoire dans laquelle finalement tout est progrès. Et le progrès nous a amenés à là où on en est aujourd'hui, et on réinterprète l'histoire, par exemple, à la mesure de cet objectif. On peut aussi lire les publications de manière un petit peu différente, en faisant complètement abstraction du contexte historique, et juste pour y puiser une source d'inspiration qui nous permet d'obtenir de nouvelles idées, de trouver des choses à tester, par exemple. Et la troisième perspective, que Thomas et moi trouvons trop peu exploitée, c'est une perspective dans laquelle on essaye de se remettre dans le contexte d'origine, de relire des choses assez anciennes, en essayant de comprendre comment les choses se passaient à l'époque à laquelle la publication est rattachée. Par exemple, on va le faire en live. Ce que je vous propose, c'est une petite plongée dans un papier qui a une importance historique assez capitale pour pas mal d'entre nous. On va vérifier qui a déjà entendu parler de cycle en V. Ah ben voilà! Je vous disais bien qu'il y avait un de ces sondages qui allait marcher. Est-ce que vous connaissez tous l'historique du cycle en V? Ok. Alors, on va s'y prendre avec quelques précautions. Donc là, on vient d'ouvrir un vieux tome poussiéreux et on remonte aux années 70. Qui connaît ce papier de Royce qui s'appelle le management des gros programmes de développement, quelque chose comme ça? Okay. Donc, on va faire quelque chose qui est un petit peu risqué parce que je vais vous parler de quelque chose que beaucoup d'entre vous n'ont pas lu.
Mais ce que j'espère, c'est en arrivant le premier, vous éviter de subir certaines erreurs d'interprétation. Donc pour la petite histoire, pour l'anecdote, moi j'ai découvert ce papier à mi-chemin, on va dire, de ma carrière d'agiliste, en me disant bon sang, ça explique tout. C'est le papier qui est pointé comme étant l'origine historique du cycle en V. On va le voir dans quelques instants, c'est complètement faux. Mais pourquoi c'est faux et de quelle manière c'est faux, c'est quelque chose qu'il est intéressant de décortiquer. Donc, vous reconnaissez, alors par rapport au V, c'est la moitié du V, mais c'est ce qu'en anglais on appelle la cascade, waterfall, et c'est la partie historiquement la plus ancienne. Le cycle en V à la française, c'est une élaboration de ce modèle qui remonte à un petit peu plus tard que son apparition historique. Donc ce qui compte, c'est cette idée d'un enchaînement séquentiel de phases, l'une menant à l'autre, qui va commencer par le recueil des exigences, qui va passer par l'analyse, la conception, la programmation, et enfin le test, et enfin la mise en prod, si jamais ça marche. Ce que je trouve intéressant, c'est que nous, agilistes, on a mis en place une sorte de contre-histoire par rapport à ce papier, dont voici un exemple assez typique. Un blogueur en 2012 qui dit soi-disant, le cycle en V aurait été inventé par Royce en 1970, et si je vous disais qu'en fait c'est tout le contraire. Le mieux, dit ce blogueur en 2012, c'est qu'en fait, dans ce papier, il y avait des idées plus ou moins agiles, ou proto-agiles. Un autre point aussi dans cette histoire, c'est que on a souvent dit, c'est quelque chose que j'ai lu ou entendu à plusieurs reprises, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que ce papier de Royce qui fait 5 ou 6 pages, il n'est pas très long, vous pouvez le trouver très facilement en ligne, les gens qui l'ont lu à l'époque se sont arrêtés à la première page, qui contient ce diagramme. Ils se sont dit « Ah, c'est génial, il faut qu'on fasse ça ». Et à partir de ce jour, 1970, on n'a plus fait que du cycle en V. Parce que les gens s'étaient arrêtés à la première page et n'avaient pas lu le reste du papier. Oh, mon Dieu. Alors, cette histoire, évidemment, est fausse. Pourquoi? Je vous rappelle que donc, à cette époque, les années 70, on envoie des gens sur la Lune avec 2 kilooctets de mémoire vive dans les ordinateurs. Est-ce que ça vous semble plausible qu'une industrie qui est capable d'envoyer des gens sur la Lune avec des ordinateurs embarquant 2 kilooctets de RAM ne sache pas lire les 2e, 3e, 4e et 5e pages d'un papier? Moi, c'est quelque chose qui me paraît juste aberrant et implausible. Alors, il est vrai que dans ce papier de 1970, qui est censé être l'origine du cycle en V, on trouve cette citation. Cette implémentation est risquée et invite à l'échec. Oui, sauf que c'est une citation sélective. Et un des gros problèmes quand on est confronté à une réflexion sur l'historique, c'est la citation sélective, biaisée, la distorsion de manière générale. En fait, la phrase complète qu'on trouve dans ce papier de Royce, c'est « Je crois fermement à ce concept ». Je crois à ce concept. Il y a une phrase un petit peu plus loin dans laquelle il dit « Je pense qu'il est parfaitement sain, mais cette implémentation est risquée et invite à l'échec ». Bon, quel est le fameux diagramme qu'on n'a pas vu sur les pages suivantes? Ok, je suis d'accord. C'est moins simple à retenir, c'est beaucoup moins catchy que la première version. Là, pour le coup, en voyant ça, on serait presque tenté de se dire, ok, peut-être qu'il y a eu une tentative de simplification, qu'on est passé à côté de l'essentiel, et qu'effectivement, à cause de cette mauvaise interprétation, on en est arrivé à adopter le cycle en V dans toute l'industrie. Mais ça, c'est si on regarde que les images. Ce que j'aimerais en fait vous proposer comme exploration, c'est de s'intéresser ensemble au texte, d'aller vraiment lire, mot à mot, les 5 pages du texte de Royce. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas vraiment faire ça. Je vais vous donner quelques citations choisies. Mais l'idée, c'est quand même que, ce que j'espère, c'est que vous prendrez le temps d'aller lire ce papier, qui est l'ancêtre du cycle en V, qui est le truc, un peu le grand méchant loup pour nous agilistes,
et que vous le ferez avec une véritable ouverture d'esprit, que vous n'allez pas le faire en vous disant « Oh là là, c'est l'origine du mal », que vous n'allez pas non plus le faire en disant on croyait que c'était l'origine du mal, mais en fait on s'est trompé et c'est quelque chose qui était déjà agile avant l'heure, parce que pour moi ces deux interprétations sont également fausses. Peut-être pas fausses de la même manière, mais également caricaturales. Et ce que je trouve intéressant en fait quand on s'intéresse à l'histoire avec un esprit ouvert, c'est qu'on va vraiment apprendre des choses. Et je voudrais quand même arriver à démonter ce mythe que Royce était un peu le papa ignoré de l'agilité. Donc voici une citation qu'on trouve dans son papier. La fonction principale du management, c'est de prendre un marteau et de taper sur les développeurs jusqu'à ce qu'ils croient à ces concepts de structuration du processus de développement. Vous voyez qu'on n'est quand même pas dans un truc très agile. Ce qui a fait qu'on a pu se dire, tiens, en fait, malgré le statut de ce papier comme étant l'origine du truc contre lequel on s'est tous battus, et qu'on a dit, en fait, non, il était plus agile que ça, c'est qu'il fait 5 recommandations. Commencez par la conception, documenter la conception, ouais, bon, bof. Faites-le 2 fois. Alors là, on se dit, tiens, oui, peut-être, ça commence à ressembler à quelque chose qu'on connaît. Planifier, contrôler, surveiller le test. Ouais, bon. Impliquer le client. Ah oui, tiens, ça nous parle. Ce que je voudrais vous montrer, en fait, c'est que chacun de ces éléments de conseil que Royce, effectivement, donne dans son papier, on peut l'interpréter d'une manière biaisée, pour se faire plaisir, ou on peut l'interpréter en essayant de lire les citations et de comprendre ce qu'il nous raconte. Bon, on va tout de suite se débarrasser des 2 premiers points, parce que ce n'est pas ceux qui ont retenu le plus l'attention des gens à l'époque moderne qui essayaient de nous convaincre qu'on avait affaire à un proto-agiliste. Donc par exemple, M. Royce dit pour 5 millions de dollars de logiciels, il faut environ 1500 pages de documentation. Ok, bon bah voilà, donc on n'est pas dans un truc très agile, on est dans un process très orienté doc. Il dit la même chose pour la conception, il dit il faut qu'il y ait beaucoup de doc. Bon. On va se débarrasser de la recommandation sur les tests. Si vous avez une documentation suffisamment correcte, suffisamment conséquente, vous n'avez pas besoin que les concepteurs, les gens qui développent le programme, s'intéressent à la phase de test. Vous pouvez déléguer cette opération à des spécialistes. Ok, donc on est carrément dans l'ancien monde, la tradition du cycle en V tel qu'on la connaît et qu'on la déteste. Bon, du coup, il reste 2 idées dont on peut se dire ah, quand même, si on ne regarde pas trop près, peut-être qu'il y avait quand même déjà quelques idées un peu agiles dans ce document. Notamment, do it twice, de l'itératif. Alors on va regarder de plus près ce que dit vraiment le papier. Et par exemple, moi, une phrase qui m'a vraiment donné un moment de qu'est-ce qui se passe ici, c'est celle-ci. On ne peut pas fournir du logiciel sans passer par les phases d'analyse et de codage. Ok. Mais en général, ces phases peuvent être gérées de façon relativement facile et sans avoir beaucoup d'impact sur les exigences, la conception et le test. What? Donc la question c'est de quoi parle ce monsieur finalement? On nous ressort ce papier depuis des décennies en disant ça nous raconte un certain nombre de choses sur notre origine, mais en fait, est-ce que quand il parle de code, d'analyse, etc., on comprend vraiment de quoi il s'agit? Est-ce que ça nous parle notamment de la même chose que ce qu'on connaît aujourd'hui? Et la phrase suivante dans le texte, c'est celle-ci. On a des départements entiers qui sont dédiés à l'analyse des orbites, de la position des vaisseaux et d'optimisation du cargo. Et ça fait bosser beaucoup de monde. Par contre, une fois qu'on a fini de faire toutes ces équations, une fois qu'on a fini de faire travailler les mathématiciens,
Le code, c'est quelques lignes et on s'en débarrasse relativement facilement. Et là, on commence à se dire, ok, le contexte historique, c'est 1970. C'est pas exactement le même qu'aujourd'hui. On a des gens qui s'intéressent en fait à des questions scientifiques. Eux ont un statut relativement élevé. Et on a des personnes, nous, enfin nos ancêtres, génération d'avant, les codeurs, qui font un travail finalement assez mécanique. Qu'est-ce qui pose problème à l'époque? C'est que il n'y a qu'au moment de la dernière phase du cycle, la phase de test, qu'on commence à mettre en production les programmes qui ont été réalisés sur de vrais matériels. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai matériel à l'époque? Juste pour vous montrer, j'ai sorti ça de Wikipédia, un PDP-12, donc l'article dont je vous parle est de 1970. Pour donner un petit peu de marge, donc il parle de ses expériences sur un certain nombre d'années, mais pour être assez généreux, on va prendre un ordinateur qui sort en 1969. Il a eu le temps éventuellement de travailler sur des projets qui sortent là-dessus. Et on a 6 cas de mémoire. Donc, tout à l'heure, je vous disais, le tweet qu'on a vu tout à l'heure disait 2 kilooctets, c'était un petit peu radin, mais enfin, on n'est pas très très loin de la vérité. C'est en fait 4 kilomots de 12 octets, de 12 bits. Donc ça revient à peu près à 6 kilos de mémoire. Les considérations de performance, de stockage, etc. sont absolument cruciales à cette époque-là. Ce qui fait qu'en fait, quand on nous dit il faudrait faire au moins une itération du programme qu'on est en train de développer, c'est pas du tout pour vérifier s'il est adapté aux besoins des usagers, c'est essentiellement pour se focaliser sur des problèmes de performance. Donc, au final, ce truc dont on se disait, si on regarde de loin, si on ne fait que lire le titre de la section, qui nous fait penser à ce qu'on connaît aujourd'hui, à l'agile, ça n'a juste rien à voir en fait. C'est quelque chose qui vise uniquement à mettre en garde ceux qui vont réaliser des programmes sur le fait qu'il faut s'occuper des problèmes de performance. Bon, aujourd'hui on l'a vu, hein, on a des gigas de RAM, des CPU qui vont 1 million de fois plus vite que ce qui était le cas à l'époque. On n'est plus du tout préoccupé par les mêmes choses. Ok, est-ce qu'on va pouvoir sauver au moins un truc? Royce nous dit en 70, il faut impliquer le client. Et là, en fait, quand on lit le papier, on va trouver un paragraphe. Là, ce que je vous ai mis comme citation, c'est l'intégralité de la section 5 sur impliquer le client. Et c'est un paragraphe dans lequel il dit essentiellement, on ne peut pas se faire confiance entre client et prestataire, donc il va falloir faire signer le client à un certain nombre d'étapes dans le cycle. Ok. Donc, on a à peu près déconstruit la notion que en 70, M. Royce nous faisait un proto-agile. Bon, on est revenu finalement à l'interprétation historique qui semblait être la bonne initialement, comme quoi ce papier est bien à l'origine de ce que nous on a appris à dénoncer comme étant le mal, le cycle en V. Mais est-ce qu'on ne serait pas passé à côté de l'essentiel? Qu'est-ce qu'on vous a toujours enseigné? La réponse à toutes les questions dans le milieu agile, c'est ça dépend. Ça dépend de quoi? Du contexte. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu oublié le contexte? En fait, depuis très longtemps, on se préoccupe de ce papier de 1970 comme étant l'origine historique du cycle en V, sauf que ce papier est resté obscur pendant une bonne vingtaine d'années, et on l'a déterré beaucoup plus tard. Curieusement, le nom de Royce est assez connu dans la communauté agile, celui de BIM, Barry BIM, beaucoup moins. Et en fait, c'est lui qui a fait connaître le cycle en V. On l'a complètement oublié. J'ai retrouvé un certain nombre de papiers dans lesquels, donc des années 70 et 80, dans lesquels on dit la cascade de BIM plutôt que la cascade de Royce. Et lui-même, en fait, s'est servi de ce papier essentiellement comme un épouvantail le jour où il a inventé son propre modèle de processus de développement, la spirale, pour réaliser un contraste, pour dire ça, c'était pas bien, et ce que je vous propose aujourd'hui, maintenant, c'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Et grosso modo, ça remonte à 87.
Tout ça pour vous dire que la perspective historique n'est pas un luxe. Si vous n'avez pas de perspective historique, vous allez prendre des vessies pour des lanternes, on va vous vendre la dernière technologie à la mode comme étant un truc nouveau, vous allez passer à côté du fait qu'elle a été inventée et réinventée sans doute un certain nombre de fois. On va vous montrer des ennemis qui n'en sont pas. On va essayer de les transformer en alliés alors que ça n'est pas le cas. Et vous allez passer à côté de l'essentiel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Un bon point de départ, c'est lire le travail qui a été fait par des historiens professionnels, des gens dont c'est le métier, qui connaissent les méthodes, qui sont capables de faire ce travail que j'ai fait pour vous là en amateur, de remonter en arrière et de lire des textes qui sont importants, qui ont influencé notre profession, et surtout d'en tirer des conclusions, d'essayer vraiment de répondre à des questions qu'on peut se poser par curiosité sur notre profession, sur d'où on vient. Un très bon exemple, c'est ce bouquin de Hans Menger qui s'appelle The Computer Boys Take Over, que j'ai lu parce qu'il promettait de répondre à une question que moi je me pose depuis un certain temps, qui est pourquoi est-ce qu'il y a si peu de développeuses parmi les gens avec lesquels je travaille. Et il nous parle par exemple d'IBM, qui était célèbre pour ses pubs des années 70, dans laquelle on mettait en scène Suzy Meyer, jeune programmeuse. C'est une époque où il y avait effectivement un énorme appel d'air. On manquait cruellement de programmeurs aux États-Unis et ailleurs. Et IBM, à cette époque-là, fait ce type de publicité, mais aussi met en place quelque chose qui s'appelle le programmeur aptitude test, que Hans Menger décortique très bien dans son bouquin. Et ce test, en gros, c'est quelque chose qui est concocté par 2-3 managers d'IBM pour dire on va le faire passer en masse à des tas de jeunes personnes pour qu'ils rejoignent la profession de programmeur. Sauf que ce test, il va être basé à l'époque sur des stéréotypes que ces personnes-là ont de l'attitude qui convient pour un programmeur. Or, il se trouve que ces stéréotypes contiennent par exemple des choses comme des gens qui sont pas très sociaux, qui vont tendance à préférer travailler à l'écart. Un certain nombre de stéréotypes qui sont plutôt codés mal, qui vont donc du coup favoriser en entretien des hommes plutôt que des femmes. Tout ça, ça démarre en 70, c'est vieux, mais on en ressent encore les effets aujourd'hui. Pourquoi c'est important ? Parce que si aujourd'hui vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a peu de développeuses, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes de manière générale dans la profession, et surtout si vous vous dites que c'est quelque chose qui vous pose problème et à propos de quoi vous voudriez faire quelque chose, si vous ignorez ces aspects de l'histoire et d'autres, vous allez passer à côté de quelque chose qui est crucial pour comprendre comment on en est arrivé là. Et donc il y a peu de chances que ce que vous essayez de mettre en place comme solution arrive finalement à être efficace. Comme on a un forum ouvert demain, une des choses aussi que j'aimerais vous inviter à faire, c'est venir avec moi partager les questions que vous pourriez vous poser sur notre histoire et d'où on vient. J'ai fait cet atelier à Socrates, la conférence sur le craft et le test, et j'ai demandé aux gens autour de moi qu'est-ce que vous vous posez comme question. J'ai eu plein de suggestions absolument formidables. Par exemple, quelqu'un qui m'a demandé « Est-ce que tu connais des choses sur l'historique des structures de données ? Quelle est la première structure de données qu'on ait inventée ?» Génial comme question. Je ne m'étais jamais posé cette question-là. Je l'ai immédiatement rajoutée à la liste. J'ai commencé aussi à faire une liste des livres qui permettraient d'investiguer ces questions. Livres, papiers, etc. Un certain nombre aussi de travaux, donc des travaux d'historiens, mais aussi des sources primaires, des textes historiques qui valent la peine d'être connus. Donc l'idée avec ce recensement, c'est de faire grosso modo qu'est-ce que tout programmeur devrait savoir sur l'historique de la profession. Ça, je vous invite à venir me voir pour qu'on en parle demain pendant le forum ouvert. Donc,
Ce qu'on peut faire à la base, c'est lire des articles, lire des textes. Un point du coup très important, d'autant plus que vous allez passer 2 jours en conférence. Je vous encourage à considérer ce qui va se passer aujourd'hui comme quelque chose qui aura de la valeur historique dans 10, 20, 30 ans, etc. Et une des choses, moi, qui me rend extrêmement triste et qui me stresse, c'est de constater que les conférences agiles, de manière générale, pas seulement la conférence américaine, mais aussi tous les Agile Tours, semblent beaucoup plus intéressés à qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, est-ce qu'on peut refaire revenir du monde, etc. Et très très peu, en fait, à préserver les programmes des différentes conférences. J'ai eu un moment de stress ce week-end, par exemple, quand j'ai essayé de consulter les archives des conférences de l'Agile Tour Lille de 2010, 2011, etc. Et je suis tombé sur une belle page d'erreur Drupal avec un message me disant qu'on ne pouvait pas se connecter à MySQL. C'est pas terrible pour la profession qui s'intéresse à la qualité, mais surtout, moi, ça m'a vraiment fait peur sur est-ce qu'on est capable, nous, en tant que communauté agile, de préserver ce qu'on fait sur le long terme et de dire on retient quelque chose. On veut sortir de cette enfance perpétuelle dans laquelle est notre profession. Sommes-nous nous-mêmes capables de grandir un peu, de s'approprier nos propres racines et de les préserver pour la postérité? Mon fantasme à long terme, c'est qu'on arrive à créer suffisamment de momentum autour de cette idée pour dire, puisque c'est important pour nous, on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre le fasse à notre place, et on pourrait très bien décider, juste entre nous, de créer un musée de la programmation. Pourquoi pas un musée de la programmation agile, mais vous voyez, on peut revenir à une historique plus ancienne et essayer d'en faire une sorte d'éco-musée. Comment est-ce qu'on programmait il y a 10, 20, 30 ans? Être capable par exemple de jouer avec des programmes assez anciens, de les modifier, de voir comment c'était galère de bosser quand on avait 4 kilooctets de mémoire, et du coup d'être capable de comparer avec ce qui se fait aujourd'hui, avec des IDE surpuissants, avec Stack Overflow, Google, etc., qui nous permettent d'avoir toute la connaissance de la profession au bout des doigts. Mais je pense que sans faire la comparaison entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant, c'est beaucoup plus difficile d'apprécier à quel point on est bien loti maintenant. Donc, je vous invite à vous intéresser à cette histoire et à vous réapproprier vos racines. Et je m'arrête ici.